Les syndromes hypertrophiques dont on s'occupe, c'est essentiellement des syndromes hypertrophiques en mosaïque. Et mon topo, il sera en deux parties. Il sera l'intérêt tout d'abord du diagnostic moléculaire qu'on effectue chez ces patients. Et deuxième partie, les applications thérapeutiques. Alors je vous invite à lire ce papier de Les Biesecker, qui est un de nos collaborateurs de longue date dans le traitement, dans la prise en charge des mosaïques, un papier conceptuel sur l'intérêt de proposer une approche dyadique, comme il le dit, au diagnostic des maladies génétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une maladie génétique, il y a le phénotype d'une part, et puis il y a d'autre part le génotype. Et compte tenu de la diversité à l'heure actuelle des anomalies génétiques sous-jacentes, eh bien, on a un intérêt particulier à avoir une caractérisation moléculaire de nos patients. Bon, je pense que ça passe pas très bien. C'est particulièrement le cas pour les syndromes hypertrophiques qu'on appelle syndrome hypertrophique lié à PIK3CA. Hein. On donne dans la dénomination de façon dyadique le phénotype et le génotype. Et ça, c'est un spectre, car bien évidemment, on a vu l'aspect malformatif, vasculaire, lymphatique ou veineux d'ailleurs, mais il y a également tout le reste, et en particulier l'hypertrophie à proprement parler des parties molles. La base moléculaire, c'est essentiellement la voie PI3K, AKT-mTOR, et les deux premiers gènes impliqués, comme vous le savez, c'est AKT1 dans le syndrome Proté, et la sous-unité alpha de la PI3 kinase PIK3CA dans le spectre PROS, qui englobe le clipeltrénonais, le syndrome CLOV. Plus récemment, nous avons pu montrer que mTOR était largement impliqué aussi dans les manifestations hypertrophiques. Hypertrophie cette fois cérébrale, puisque notre porte d'entrée, c'est la porte d'entrée dermatologique, une hypomélanose d'Ito, et dans le cadre de notre screening systématique génomique, nous avons identifié 15 patients porteurs d'une hypomélanose d'Ito. Chez ceux-ci, fréquemment des convulsions, un déficit intellectuel. Nous avons pu identifier dans 80% des cas une macrocéphalie, une macrocranie. Donc c'est vraiment un point d'appel hypertrophique majeur. On a montré également chez ces patients qu'il y avait une diminution des mélanocytes dans l'épiderme et des mélanosomes dans les kératinocytes. La conséquence thérapeutique, c'est les inhibiteurs de mTOR, mais ça n'a pas été couronné de succès jusqu'à présent dans les rares cas qu'on a étudiés au coup par coup. Deuxième point intéressant dans l'utilisation du diagnostic moléculaire, c'est le diagnostic prénatal. Cette diapositive résume ce qu'on pensait il y a à peu près une dizaine d'années sur le diagnostic prénatal des fœtus un peu gros, où on envisageait les différents syndromes hypertrophiques généraux. Donc là, avec Nicolas Bourgon, qui est un gynécologue, on a identifié, on a repris rétrospectivement 20 fœtus qu'on avait étudiés, chez lesquels on a mis en évidence des mutations ou pas d'ailleurs, mais qui avaient été interrompus ou dont la grossesse s'était interrompue à la suite de l'identification prénatale d'une hypertrophie segmentaire, localisée. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, tout d'abord, on a étudié ces 21 fœtus grâce à une collaboration entre les filières Fimarad et Andirar, puisque c'est du prénatal. Ces 21 fœtus, on les a passés en NGS. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors tout d'abord, c'est important de considérer le phénotype. Quand c'est une mégalencéphalie isolée, symétrique, on va pas trouver PIK3CA, on va trouver PIK3R2 qui code une autre sous-unité de la PI3 kinase, AKT3 qui est dans la voie de signalisation et mTOR. En revanche, lorsqu'on va avoir une mégalencéphalie asymétrique, une hémimégalencéphalie, ça sera majoritairement PIK3CA, quasi toujours chez les 11 patients qu'on a étudiés. Une fois, on n'a pas trouvé. Et enfin, ce qui est plus dermatologique cette fois-ci, c'est lorsque le fœtus il a une hypertrophie segmentaire d'un membre avec une malformation vasculaire, généralement de type lymphatique, ce sera toujours PIK3CA. Bien entendu, c'est une petite cohorte,
c'est simplement 20 patients. Mais qu'est-ce qu'on en conclut? D'une part que PIK3CA reste le premier gène à évoquer devant cette situation, y compris en prénatal. Deuxièmement, qu'on a quand même une bonne rentabilité diagnostique sur le tissu dont on disposait. Et vous allez me dire, c'est surtout intéressant de savoir avant que le fœtus soit interrompu. Alors, est-ce qu'on peut faire un diagnostic prénatal? Eh bien, oui, mais on n'en est pas encore bien sûr. Sur les cellules amniotiques, on peut identifier les mutations, mais on n'avait pas beaucoup de prélèvements, seulement 8 prélèvements. Une fois sur 2, on arrive à identifier la mutation. Mais à l'avenir, c'est peut-être quelque chose qui peut être développé. Parmi les gènes impliqués, il y en a un qui a été rapporté récemment par les collègues des États-Unis, Beth Drolet, Les Bisecker, qui est PIK3R1. Alors PIK3R1, il donne un tableau tout à fait analogue au CLOVE, peut-être plutôt des formes modérées de CLOVE, mais qui ressemblent beaucoup, et cliniquement, il n'est pas encore possible de réellement les différencier. PIK3R1, c'est une autre sous-unité de la PI3 kinase que PIK3CA, il est minoritaire, mais enfin il rencontre d'un certain nombre de patients mutés. Et dans notre cohorte de négatifs, effectivement, on en a trouvé quelques-uns qui étaient mutés PIK3R1 et qu'on n'avait pas identifiés avant. Les autres gènes impliqués dans les hypertrophies, eh bien, les protéines G hétérotrimériques, en particulier la sous-unité alpha, GNAQ ou GNA11. On avait montré il y a 2 ans qu'il y a une hypertrophie chez ces patients et que cette hypertrophie, on la voit plutôt avec GNAQ, alors qu'avec GNA11, on a plutôt une hypotrophie. On a maintenant des données un peu plus avancées, puisque à nouveau l'équipe de Beth Drolet et de Bethesda ont identifié dans une petite série de 8 patients réellement un syndrome hypertrophique associé à KERAS. Alors KERAS, c'est le syndrome de Schimmel-Penning, c'est les névus épidermiques. Eh bien, il y a un syndrome hypertrophique associé au névus épidermique. Ça revient finalement à ce qu'on appelait le syndrome de Solomon autrefois. Alors les conséquences de ça, un petit peu comme dans tous les syndromes hypertrophiques, c'est quel est le risque de cancer. Alors chez leur KERAS, oui, ils ont des néphroblastomes. Ça existe avec PIK3CA, mais c'est très faible. On n'a pas encore sorti les résultats de notre série, mais c'est vraiment une infime minorité. On n'a pas du tout la prévalence qu'on a dans des syndromes comme le Wiedemann-Beckwith, par exemple. Dernier point, bien sûr, muté KERAS, alors possibilité théorique d'utiliser des inhibiteurs de MEK. Inhibiteurs de MEK qui sont utilisés au coup par coup, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu de série prospective sur le sujet. PIK3CA, thérapeutique. Il y a 3 ans était sorti ce papier qui annonçait la première preuve que l'inhibition de PIK3CA était une stratégie thérapeutique dite robuste et efficace qui améliorait l'évolution des patients PROS. Alors dans quelle mesure? Dans quelle mesure on commence à le savoir un petit peu, puisque depuis que ce papier est sorti, l'alpelisib, donc inhibiteur spécifique de la PI3 kinase, la sous-unité alpha, a été utilisé en compassionnel dans plusieurs pays et sous ATU nominative en France. Par conséquent, le laboratoire Novartis a fait une étude, colligé rétrospectivement les données chez tous ces patients qui avaient été traités par alpelisib, a évalué à la 24e semaine, à 6 mois, la réduction de volume des principales cibles. Alors, les principales cibles, c'est assez hétérogène, c'est à la fois l'hypertrophie, mais surtout les malformations lymphatiques, et vous voyez que l'endpoint, c'était de voir combien de patients, quel pourcentage de patients avaient une réduction de plus de 20%. Réduction de plus de 20%, c'est pas grand-chose déjà, puisqu'il reste quand même 80% de l'hypertrophie. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Simplement, il y a à peine 2 patients sur 5 qui arrivent à cette réduction. Donc, c'est certainement quelque chose qui est une preuve de concept, ça fonctionne. C'est probablement utile dans la prise en charge clinique, à nouveau en association avec les mesures chirurgicales ou d'autres mesures. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas non plus quelque chose qui va entraîner une amélioration non plus spectaculaire. L'autre remarque qu'on peut faire, c'est que ce type d'étude
qui va donner lieu à la phase 2 de EPIC, EPIC P2, ressemble quand même beaucoup aux essais qui sont des essais de cancérologie avec la mesure de cible, alors que finalement les endpoints dans les maladies rares hypertrophiques, ils sont un peu différents. Et c'est pas la même population non plus, puisque ce sont des enfants, qu'on s'attend à des traitements au long cours. Personne ne sait à l'heure actuelle combien de temps il faut traiter ces patients, et ça, c'est également une question importante. Quand il faut les traiter, puisque le problème de l'hypertrophie, il doit être géré précocement au cours de la vie, et non pas une fois que l'hypertrophie est installée. Donc encore beaucoup de questions, des essais thérapeutiques comme EPIC P2, donc 4 centres en France, dont 3 de la filière FIMARA participent, du centre MAGEC participe, et donc peut-être des réponses, mais pas toutes les réponses qu'on peut attendre. Je conclurai sur le seul essai thérapeutique d'un inhibiteur de la PI3 kinase qui a été publié, qui est notre étude qui s'appelait Totem, avec non pas l'alpélisib, mais le tazélisib. Et à l'époque, donc on avait commencé ce travail en 2016. Et donc on a pu, c'était une étude ouverte, hein, pas comparative, qui nous permettait d'évaluer l'efficacité certes, mais surtout la tolérance de ce nouveau médicament. Et bien nous en a pris, parce que plutôt qu'utiliser ce traitement en ouvert, je dirais en compassionnel, de l'utiliser dans le cadre d'un essai thérapeutique bien borné, parce que même si on a vu quelques résultats, et vous voyez ici en particulier à gauche le résultat sur l'anémie induite par des saignements itératifs chez une jeune femme, qui ont permis quand même le traitement ayant permis de faire disparaître cette anémie, et à droite une réduction d'une hypertrophie de l'utérus, c'est une patiente de Montpellier. Le problème, c'est qu'on a été obligé d'interrompre cet essai, car 2 patients développaient des effets indésirables non suspectés et graves. Donc on a pu étudier que 17 patients, en plus de ce que je vous ai montré en termes de réduction de certains des endpoints, qui ne sont jamais les mêmes, c'est toute la difficulté de ces essais, une amélioration des douleurs, une amélioration de la qualité de vie également. Je m'arrêterai donc ici sur cette conclusion, je dirais, un peu mitigée, sur un essai qui, hélas, peut être un peu désespérant parce qu'on n'a pas eu de très bons résultats et parce qu'on était obligé d'arrêter, mais qui montre que c'est important d'avoir des essais cliniques, parce que des nouveaux médicaments, on peut quand même se retrouver confronté à des pépins. Merci de votre attention. Je voulais te demander, Pierre, c'est un peu dans la pratique, bon, même si ça reste une pathologie rare, est-ce que tu sais si maintenant il y a un peu quand même des conduites à tenir par rapport aux pathologies en mosaïque PIK3CA? Tu as évoqué le problème rénal, je ne sais pas d'ailleurs si on a la réponse, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire une surveillance rénale, est-ce qu'il faut faire une écho rénale systématique? Et une autre question que je voulais te demander, mais qui est plus générale, c'est est-ce que tu sais s'il y a des bilans un peu systématiques? Je parle par exemple en termes de dysgraphie, parce que PIK3CA, c'est des CLOVES, ça peut être des Klippel-Trenaunay, bon, il y a des phénotypes qui sont variables. Mais finalement, est-ce que tu as des recommandations face à une suspicion de PIK3CA, quel que soit le phénotype? Est-ce qu'il faut faire des choses systématiques? Alors les recommandations existent, hein, c'est celles de Gene Reviews. Elles sont faites par des gens sérieux, Gaïda Mirza en particulier, l'équipe de Dobbins sur l'aspect neurologique. Il y a un biais dans ces recommandations. La première question que tu poses, c'est le risque tumoral, en particulier rénal. Et le problème, c'est que ces recommandations se sont basées sur ce qu'il y a dans le Wiedemann-Beckwith, où le risque est majeur. Je dirais 25%. Là, nous, dans notre cohorte, elle n'est pas encore acceptée pour publication, mais on a un risque qui est de l'ordre de 1 à 2%. On a très peu de patients qui développent des cancers. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. La petite série de Kim Kepler-Norroy montre également qu'avec les Caras, il y en a aussi. Donc ça existe, c'est clair, mais je trouve que pour des gens qui se trimballent un oncogène activé, ils font relativement, étonnamment peu de tumeurs, à mon avis.
J'ai l'impression qu'il y a comme, au contraire, même si on pouvait imaginer une prédisposition, une certaine protection vis-à-vis des cancers. Ça reste du domaine de l'hypothèse. Donc en pratique, moi je fais une écho rénale précocement à l'âge, dans les PIK3CA, à l'âge maximal d'incidence entre 2 et 3 ans du Wilms, la tumeur de Wilms. Si c'est négatif, je ne répète qu'en fonction des signes d'appel cliniques. Pour le reste, est-ce qu'il y a du systématique à faire? Je pense que non, il faut qu'on voit la clinique. Si les gamins font une atteinte médulaire, personnellement, j'ai jamais vu qu'on arrivait à les aider en dépistant précocement. Donc, je pense que la réponse c'est non. Pas de systématique. Dans les recommandations de Gene Reviews, il ne me semble pas qu'il y ait non plus de choses systématiques. Moi, je pense que la seule imagerie, je resterai sur l'écho, et si vraiment on a un doute, passer à l'IRM, mais sans la renouveler. Et personnellement, c'est tout ce que je fais. Et il n'y a pas encore Alors, il y a eu des guidelines qui sont sortis, j'aurais peut-être dû en parler, mais ils sont essentiellement centrés sur MCAP. Mais je vous invite à les lire. Ils sont sortis dans, je ne sais plus si c'était Clinical Genetics ou American Journal. Enfin, ils sont pareil sortis cette année. Sur le plan MCAP, peut-être que l'imagerie est utile, mais dans les hypertrophies autres, je suis pas nécessairement de cet avis, sauf quand on a besoin d'évaluer l'intérêt d'une thérapeutique. Mais ça, c'est mon point de vue. Merci Pierre, c'est Christine à l'appareil, au micro. Merci Pierre de ta présentation. Pour rebondir dans le sens de Didier, je crois que c'est Clinical Genetics, les recommandations qui sont sorties. Et pour rebondir sur ta présentation, je crois que c'est vraiment important qu'on regroupe tous nos patients, vraiment tous, bien, et qu'il y ait des décisions prises par RCP ou par que ça soit systématiquement décidé par collégialement des RCP, de manière à, dans l'attente d'avoir peut-être des marqueurs, un suivi longitudinal beaucoup plus long de ces patients et des moyens de détecter ceux qui ou pas, de pouvoir avoir une décision commune plutôt qu'individuellement dans les centres. Je pense que c'est le seul moyen aussi, d'une certaine manière, de se protéger de ce qui pourrait arriver et de ce que ça pourrait créer, en fait, de la part des familles, comme déception, de mauvaise prise en charge à un endroit par rapport à un autre, si on n'est pas tous unis. Je pense que les RCP jouent un rôle majeur dans la réflexion à ce niveau-là d'une stratégie consensuelle dans l'attente justement de guidelines plus spécifiques dans les différents groupes et de meilleure compréhension au long cours du devenir de ces jeunes patients, puisque ça débute, comme tu l'as très justement souligné, très tôt dans la vie, avec ne serait-ce que pour les traitements, la cruciale question de se dire à partir de quand il faut commencer pour éviter ou quand, voilà, tu as très bien posé les problèmes par ailleurs. Absolument, donc tout à fait, c'est important. Nous, on a une RCP hebdomadaire en ligne du Centre Magec Dijon, où chacun peut intervenir. Généralement, on a un fonctionnement au coup par coup sur demande d'avis, et finalement, on en a pas mal. Donc, je dirais qu'on valide des surveillances ou des suivis au coup par coup de façon collégiale, puisqu'on est plusieurs généticiens, dermatos, pour faire ces propositions de suivi. Je crois qu'il faut que ça soit vraiment au niveau des RCP nationales, parce qu'on a tous, on a aussi ça à Necker, il y a peut-être aussi ça à Bordeaux, je ne sais pas, on a tous nos RCP locales par rapport au corps de patients qu'on suit avec l'investissement de recherche, de prise en charge qui se fait. Mais il faut vraiment que ça soit justement harmonisé, à mon sens, au niveau national pour être encore plus bétonné sur tous ces sujets extrêmement difficiles. Les demandes sont nationales. Hein. Les demandes qui m'arrivent sont nationales, ce n'est pas des demandes uniquement locales, bien sûr. Pierre, pour terminer, j'ai une toute petite question parce qu'on est assez en retard. Comment est-ce qu'on explique cette espèce d'association préférentielle, même quasi exclusive, avec PIK3CA quand c'est unilatéral, par rapport aux associations avec AKT3, mTOR, quand ça n'est pas unilatéral? Ça s'explique comment, ça? C'est une bonne question. Attention, on a un tout petit échantillon. Hein. C'est-à-dire qu'on doit avoir 8 bilatéraux contre 6, 8 unilatéraux contre 6 bilatéraux. Donc en prénatal, c'est assez difficile d'être
affirmatif sur la réalité du sujet. Personnellement, j'ai pas d'explication. Je dirais que AKT3, mTOR et PIK3R2 sont vraiment plus des gènes de cerveau. Ils ont pas de manifestations cutanées, PIK3R2 et AKT3. Donc, je dirais qu'ils sont plus exprimés dans le cerveau, et donc c'est peut-être plutôt ça. Ou peut-être que PIK3CA est plus délétère, et que lorsqu'il touche trop de cellules, il entraîne une élimination du fœtus. Mais ça reste des hypothèses.